comment est-ce qu'une fille d'immigrés, issue d'un quartier populaire de New York, a réussi à bâtir un empire de la beauté pesant 50 milliards de dollars en défiant tous les géants de l'industrie? C'est l'histoire incroyable d'Estée Lauder, une visionnaire qui a complètement réinventé les règles du jeu. Allez, on part à Paris en 1953. Imaginez un peu le tableau. On est aux Galeries Lafayette, le plus grand magasin du monde, et une Américaine est sur le point de se prendre une porte. Et pas n'importe laquelle. Voilà, c'est avec ces mots que la directrice des achats beauté la renvoie. Pour elle, c'est simple. Cette femme n'est personne, elle ne mérite même pas une minute de son temps. Et c'est là que, comme par accident, un flacon lui échappe des mains, il se fracasse par terre et libère un parfum tellement captivant que toute l'atmosphère de l'étage change d'un coup. L'effet est immédiat. Les clientes se ruent. Elles veulent toutes savoir d'où vient cette odeur incroyable. La directrice, complètement prise au dépourvu, n'a plus le choix. Elle doit passer commande. Cet instant, il résume à lui seul toute l'audace et le génie d'Estée Lauder. Mais pour bien comprendre d'où vient cette audace, il faut remonter bien avant cet épisode parisien. Son histoire à elle, elle commence à Corona, dans le Queens, un quartier qui, à l'époque, portait le surnom pas très flatteur de la vallée des cendres. Fille d'immigrés, Estée a le sens du commerce dans le sang, appris dès son plus jeune âge dans la quincaillerie de son père. Mais la vraie révélation, le déclic, ça vient de son oncle chimiste. C'est lui qui lui transmet la passion des crèmes de beauté. Et c'est la fusion de ces deux univers qui va forger son destin. Ce désir d'être 100% américaine, ce n'était pas juste une envie d'intégration. Non, c'était bien plus que ça. C'était le véritable moteur de son ambition dévorante, s'arracher à sa condition et conquérir un monde qui, au départ, ne voulait pas d'elle. Estée a compris très tôt quelque chose de fondamental. Elle ne vendait pas juste de la crème dans un pot, elle vendait une promesse. Au cœur de son succès, on trouve ce qu'on appelle la philosophie Lauder. C'est un mélange unique. D'un côté, la rigueur presque scientifique de ses formules, et de l'autre, une promesse profondément émotionnelle faite à chaque femme. La promesse qu'elle peut, elle aussi, être belle. Son souci du détail était légendaire. Pour choisir la couleur de ses peaux, tenez-vous bien, elle les a testés sur tous les papiers peints de salle de bain qu'elle a pu trouver. C'est de cette obsession qu'est née l'emblématique bleu Estée Lauder, une couleur pensée pour être parfaite partout. Et elle ne faisait pas que créer des produits, elle les démontrait. Elle passait son temps dans les salons de coiffure à appliquer ses crèmes sur le visage des femmes pendant qu'elles étaient coincées sous les sèche-cheveux. Pour elle, vendre, c'était une conviction. Le truc, c'est qu'elle n'avait pas de budget pub. Face à des géants comme Helena Rubinstein ou Elisabeth Arden, elle a dû faire preuve d'ingéniosité. Elle a dû tout inventer pour se faire une place au soleil. Sa plus grande innovation, c'est le high touch, une philosophie toute simple mais absolument révolutionnaire à l'époque qui allait devenir sa signature. L'idée de créer un lien personnel, physique, avec chaque cliente. Et ce n'était pas juste une belle théorie, elle l'appliquait elle-même au quotidien. Elle disait « toucher 50 visages par jour ». Le secret, il était là. Le contact direct, la démonstration, la confiance qui se crée par le toucher. D'abord, elle réussit à décrocher une première grosse commande chez Saks Fifth Avenue. Ensuite, pour faire parler d'elle, elle invente une technique que tout le monde utilise aujourd'hui, le cadeau contre achat. Ses concurrents se moquent, ils lui prédisent la faillite, mais ils se trompent lourdement. Le bouche à oreille est fulgurant, porté par sa devise « Téléphone, télégraphe, dites-le à une femme ». Une fois sa marque bien installée, Estée Lauder s'attaque à un nouveau marché, beaucoup plus fermé, celui du parfum. Et là encore, son approche va absolument tout changer. À cette époque, il faut bien comprendre que le parfum, c'est un cadeau de luxe, rare, qu'un homme offre à une femme pour une grande occasion. Estée va dynamiter cette convention. Comment? En positionnant son produit non pas comme un parfum, mais comme une huile de bain. Ce changement, c'est un coup de génie. Il donne aux femmes la permission de s'acheter du parfum elles-mêmes, pour leur plaisir, au quotidien. Et c'est Youth Dew qui va transformer sa petite entreprise en un géant de plusieurs millions de dollars. Le succès de toutes ces stratégies a permis de bâtir un empire dont l'héritage est, aujourd'hui encore, extrêmement puissant. Les résultats, ils sont sans appel. En 2018, son entreprise valait 50 fois plus que Revlon, un de ses plus grands concurrents historiques. La petite américaine de Queens avait plus que gagné son pari. Toutes ces stratégies, du high touch à la redéfinition de catégories de produits, forment aujourd'hui encore une sorte de manuel de référence pour tous ceux qui veulent construire une marque de prestige qui dure. Au final, la plus grande leçon à tirer de son parcours, c'est peut-être que le succès ne vient pas forcément du plus gros budget marketing, mais plutôt de la vision la plus audacieuse, et surtout de la persévérance pour la concrétiser. C'est d'ailleurs elle-même qui a le mieux résumé toute sa philosophie en une seule phrase « Je n'ai jamais rêvé du succès, j'ai travaillé pour l'obtenir ». Une réflexion puissante sur la force du travail acharné sans